fabriqué titre sur le singlaté. Bon, titre un beau match là. On a fabriqué. Merci Géry, c'est notre gérant de son, c'est lui qui s'occupe. Si vous avez le son chez vous dans de très bonnes conditions, dites merci à Géry Mawassa. Alain Gallet dans la salle des machines, la réalisation signée Discovery Pongo, Aigle. Pongo veut dire Aigle, j'ai retenu. Allez. Merci Discovery pour la réalisation. Également, merci à toutes ces personnes. Ils sont très nombreux dans différents sites de la radio-télévision nationale congolaise à travailler matin, midi, soir pour que vous ayez ces programmes dans de très bonnes conditions partout en République démocratique du Congo, mais à travers le monde aussi, où vous avez les signaux de la RTNC. Merci à tout le monde, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. On va partir. Allez, on va décoller maintenant. Sous le tableau de l'histoire de notre cher pays, marqué par les couleurs des victoires de nos héros, des braves femmes ont laissé leurs traces, souvent méconnues, écrivaines ou ménagères, révolutionnaires ou militantes, artistes ou artisanes. Une part de l'histoire du Congo est écrite par des femmes exceptionnelles. Faisant montre d'une bravoure inhabituelle, elles ont repoussé les limites à une époque où très peu de femmes ont bravé les stéréotypes. Présentes sur tous les fronts, politiques, social, scientifiques, militaires, culturels ou économiques, conscientes que l'âme du peintre n'est pas reconnue par son genre, mais par la grandeur de son œuvre. Femmes fortes dans leur lutte, vraies légendes de l'histoire, très souvent oubliées dans nos annales, elles ont donné leur part d'héritage et ont conjugué le Congo au féminin. Le Congo au féminin, une initiative de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, dresse les portraits de ces héroïnes dont le combat a changé le regard du monde sur la femme en République démocratique du Congo. Au féminin, c'est ces grands projets que porte la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi. Elle veut d'ici la fin de cette année écrire l'histoire de la République démocratique du Congo avec ces femmes qui ont marqué l'histoire. La plupart ont été oubliées, mais elle voudrait faire revivre, nous faire raconter l'histoire de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Allez, la télévision publique qui reste la télévision du peuple. Et chaque semaine, on a pris l'habitude, un confrère, une consoeur d'une autre chaîne nous assiste dans cette émission. Avec elle, on fait le show. Et ce matin, on va écrire le Congo féminin. Élisée Odia, elle vient Élisée. Allez, Élisée Odia, Yabiso et puis Top Congo FM. Yabiso... on confond, hein. J'ai compris qu'on était en train de confondre, justement. Bonjour Élisée, tu vas bien? Je veux bien. Les gestes barrières, on commence toujours par là. Les gens oublient, hein, que c'est très important. Voilà, il faut faire ça chez vous. De temps en temps, désinfectez-vous les mains, c'est très important. Voilà, ton micro est ouvert. Merci. Bonjour Élisée, tu vas bien? Bonjour, je vais bien, merci. Élisée Odia, Top Congo FM, et puis Yabiso News, voilà, c'est Yabiso News. Quand on voit Yabiso, on pense à autre chose. Mais... On pense à autre chose et les gens ont tendance à oublier que ce qui est sûr, ça fait un peu plus de 5 ans que mon pseudo sur Facebook, c'est Yabiso, UHC. Donc, quand vous allez sur Facebook et que vous avez besoin de... Bah ouais, je veux le faire. Donnez-moi 2 minutes, c'est quand même la chaîne nationale. On y a droit. Oh, okay. D'une manière, donc c'est un peu ça. Donc, Yabiso, c'est parti de là. Mon pseudo sur Facebook depuis plus de 5 ans, c'est Yabiso UHC. Donc, vous tapez. Et là, tu viens de lancer ton média. Voilà, on vient de lancer un truc avec Yabiso News, soutenu par le président de MIL-RDC et mon patron au niveau de 7 sur 7, Israël Moutala. Israël Moutala, ok. Donc, histoire d'avoir aussi des femmes qui patronnent quand même des médias en ligne. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, vous venez de parler de Congo féminin, un programme de la première dame. À Top Congo, j'ai une émission, le débat au féminin. Voilà, donc c'est déjà, vous allez nous suivre juste après ici. Elle en profite, en tout cas, je vais en profiter. Voilà. Vous nous suivrez. Merci, 13h30, après les infos, le débat au féminin. On va parler de l'état de siège. Il faut l'envoyer. Il faut envoyer la facture. Justement, parlant. Non, je paie la redevance quand même. C'est bon. Oui, donc c'est la chaîne publique. On comprend. Tu payes la redevance. Oui, je comprends. Voilà.
Et j'aime bien le vert, hein, c'est une façon de soutenir l'état des sièges avec le phare de nos militaires qui sont au front aujourd'hui pour la paix à l'Est. À un moment, il faudrait. J'ai envie de dire comme le général Constant Ndinga aujourd'hui, qui est le gouverneur militaire du Nord Kivu, dans son speech, quand il est arrivé, il disait « Et là, on ici l'a raté ». L'église a sonné ici la thé, mais bon, ça c'est entre parenthèses. Non, sérieusement, Non, pour parler justement de cette guerre qu'on nous a imposée, Ouais. il disait il faudrait un moment, ça doit se terminer. Ouais, en venant ici, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une marche du côté de Kitambo Magasin, les gens qui se mobilisaient. Je crois que en soirée ici, il y aura également Voilà. un événement. Donc, soutien total à nos FRDC, plus de 25 ans, que le sang coule, que nos frères sont victimes, nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas, nos enfants sont victimes de ces atrocités dans cette partie du pays. Il est temps et donc on est de cœur. Voilà, je suis vraiment habillée ça pour marquer un peu ce soutien, c'est à ma façon. Je cherchais quand même le t-shirt là porté par maman Denise. J'ai pas trouvé. Hein. Bon, Ça. FRDC, Justement, je cherchais. Mais justement parlant de l'état des sièges, aujourd'hui, tous les Congolais sont unanimes qu'il faudrait que la paix revienne à l'Est. Il faudrait que le Congolais, comme disait un artiste, que Mabele à Goma, Olé et Makila et Sopanara, et Sengele et Banarobota pomme de terre pour la province de Bali et Ango. Ce soir, ça sera entre de 21h à 23h. La télévision nationale, ensemble avec le gouvernement de la RDC, vont lancer Bendele et Kouyaté. C'est un programme spécial. Ce soir, ça sera le volet culturel avec Moïse Mbié qui viendra. Tous les Congolais, ça sera un spectacle, mais thématique sur Bendele et Kouyaté, soutien total à nos FRDC. On en parlera dans cette émission, mais justement, on va parler de l'Est, on va parler de Goma, nos envoyés spéciaux. Gédéon Mutombo et Blaise Bokoka ont fait le tour de la ville. C'est cet élément que nous allons vous proposer. Nous sommes au rond-point Rutshuru, en plein espace Birere, dans la ville de Goma. Des sources sûres et concordantes nous apprennent que Birere est le géniteur du chef-lieu de la province et du Nord Kivu. Birere, c'est aussi l'épicentre des activités commerciales, de l'import à l'export, les petits détails, en passant par les commerces à la sauvette et à la criée, tout y est. L'ambiance est au rendez-vous quotidien. Si Birere s'arrête aujourd'hui, c'est toute la ville de Goma qui dort. Mais au-delà de la débrouillardise, l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la nomination des gouverneurs militaires à la tête de cette province s'invitent au débat de la population locale longtemps meurtrie par les atrocités de tout genre. La population du Nord Kivu, de Goma, chef-lieu de la province, et particulièrement les jeunes, nous avons accueilli avec satisfaction cette mesure d'état de siège, y compris les grands pouvoirs qu'il donne au tout nouveau gouverneur. Nous pensons que c'est une mesure salvatrice qui va nous aider à mettre fin à cette aventure qui a trop duré. J'appuie la décision du président de la République. Je suis très content de la présence d'un gouverneur militaire au sein de la province de Nord Kivu. Je suis très content parce qu'on a suivi hier le discours où là, il a fait. Là-bas, l'arrivée, on est très content avec ça. Sur le plan social, deux faits attirent l'attention de toute personne qui passe par Birere. La moto s'impose comme moyen de transport en commun par excellence, créant parfois des embouteillages dans la ville de Goma. Une ville estimée à plus de 1 million d'habitants. À cela s'ajoute les Tchoukoudou, l'autre moyen de transport, avec une particularité, les transports de marchandises. Pour la gouverne des uns et des autres, Tchoukoudou vient du nom donné à l'aîné des jumeaux, une œuvre d'esprit dont l'inspiration produit aujourd'hui ses effets collatéraux sur le plan social de la population locale. Avec l'arrivée du gouvernement militaire, on sent que la population, l'espoir commence à renaître. Hein? On l'espère, on croise les doigts. J'espère qu'ils vont faire de leur mieux pour redonner le sourire,
pacifier cette partie du pays et que voilà, consolider justement la pacification dans cette partie du pays. Et on le souhaite vraiment, comme j'ai toujours dit, et ces derniers temps, je ne fais que le dire, on leur envoie des très bonnes ondes pour qu'ils puissent réussir cette mission. C'est à la fois délicate, mais c'est très, très important pour la nation. Allez, justement, on va continuer, on va rester sur l'état des sièges. On va appeler notre correspondant Oscar Mbalkaïch, qui est en Ituri. Lui également a fait le tour de la ville. C'est l'élément que nous vous proposons. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez remarqué, nous sommes ici sur le grand boulevard de Libération. Nous sommes à Bunia, à la place Shooting. Ici, les jeunes gens viennent se faire photographier. C'est un bel endroit, bien entretenu par la mairie de Bunia, dans la province de l'Ituri. Comme vous l'avez remarqué, les activités tournent en plein régime et la population a salué l'avènement du gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama à la tête de la province. Et tout le monde ne jure que par les retours de la paix. Vous allez les entendre. Nous avons besoin de la paix, hein? S'ils peuvent nous ramener la paix. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Et qu'est-ce que vous dites au chef de l'État? Nous remercions le chef de l'État pour nous avoir envoyé les autorités militaires afin de restaurer la quiétude, la sécurité dans notre pays. Oui, ce que je peux dire au chef de l'État, c'est seulement les remerciements avec tout ce qu'il a fait. Donc, c'est là vraiment, il a une bonne idée pour nous, les peuples ituriens. Il y avait vraiment des massacres ici en Ituri. Vraiment, comme il a mis un gouverneur qui est militaire, vraiment, on va sentir que tout va aller très bien. Donc. Merci pour Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Nandenga décrété état de siège où ezalaki posa na biso bandakala. Alors na pesi pe merci na gouverneur Asiga Oyaye aza soda. Soda azalaka politique. Vraiment na sengi na ye. Soki akoyoka mongongo na biso. Aluka source ya makambo ezoleka na Ituri. Poko banda 2017 ti lelo population iturienne baza na kati ya souffrance. Aluka tina nini oyo bitumbezo za na kati ya nini ya Ituri. Et puis ayeba kolongo ko changer nano o bazalaki na commandement awa ba changer bango yaya na idéologie ya sika aluka banani bazosia trouble awa na kati Ituri. Ayons cette délégation avec la chaleur. Vraiment on est très content parce qu'ici on a beaucoup souffert avec cette équipe. Je crois qu'on va tout changer. Qu'est-ce que vous dites au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vous a envoyé un gouverneur militaire? Vraiment félicitations à lui. Nous voulons que ce groupe-là, cette équipe puisse remédier ces manquements de paix dans notre milieu. Vraiment, on félicite l'initiative du chef de l'État. Pourquoi nous avons taximé ce pays fort pour arriver à gouverneur? Mais le côté nae, en tout cas, à salam salanae, mais na côté bataximène, bataximène fait bas à moi vigilant, tous à la moi à contact, ceux qui munguna za moi quelque part, net tous à la course nabiso. Ame kapesa so moi ba numéro téléphone pour na commencer moi ba signaler mke. Donc to sepeli mingi lokola gouverneur aye, gouverneur asikaye. Donc ceux qui moka katana no nyoso esili to ko sepela mingi biso bana Ituri ya. Elo wako bakiseza souci na biso population eza que gouverneur ndenge aye asilise la biso insécurité eza na njugu. Parce que njugu ndeza pumo ya Ituri. Lelo biso ba jeune to komo zanga musala par rapport à l'insécurité. Soki kimia ekoti muto zwa biloko na ye akoti zamba te ki azongi famille ebiki bien. Mais taki insécurité eza to vivre bien te. Mokonzi ya mboka asunga biso. Na ba ide o aza nango biso pe population toza sima na ye. Tozo appuyer de toute façon que non il faut kimia ekota na l'est. Na est ya pays balinga te il faut mobulu wana kaka esila. De toute façon que nos populations peuvent vivre le la population mosusu. Et ça te que kaka est nde tolelaka chaque jour. Tozana posa ya kimia na est. Bon, vraiment tulikuwa na dute sana kusikia gouverneur anakuwa soda. Ilikuwa dute eske ataweza kututrete sie population sawa population ou bien atatutrete sawa soda benzake. Mais juu
tuko mwesekiritea sana, tunapima kukuwa na espoir kidogo, saa zingine ataweza kutusaidia juu ya insekirite yenye tuko nayo Bunia. Bunia tunaishi mwesekirite ya nguvu sana, njo vraiment tunashukuru. Bon, saa zingine ile dute haweze kutusaidia kutosha ile dute ndani yetu, ile yenye tuko na wazia isikuwe njo vile. Me kama atatutrete sawa soda, itakuwa na iko inutile. Haitakuwa vraiment kitu ya maana sana kwetu. Vraiment, merci beaucoup. Rais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, tunaambia Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bon, tunamufelicite par rapport na baprezida bengine. Tunaona saa zingine iko na tante kwa sasa, iko na jali population, iko na tante, mais jusque là hatuyaona vraiment, hatuyaona. Tunapenda vraiment sécurité ile njo tuko nayo lazima, hatuna lazima ya franga, hatuna juu sasa tunaishi mu sécurité ya mzuri, tutaweza vile kutumika bien na tutaishi vizuri. Vraiment mimi sina mingi ya kusema yote ile. Souci ya peuple iturien ezali pona kimia, d'abord kimia. So lelo oyo batu bazolela mingi pona bitumba, po to bandai kozwa makambo oneti maseki. Sur ce awawa toyebi ke batu oyo babandai kopesa minduki pe bango moko lisusu ebalukeli bango. Yango wana tosepeli po na discours ya mokonzi ya mboka oyo azali soda neti gouverneur aya abongola makambo ekozala malamu mingi. Et la population a salué l'avènement du nouveau gouverneur militaire de cette province en la personne du lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, qui va tout à l'heure prendre officiellement ses fonctions par la cérémonie des remises et reprises. Et l'ambiance est bon enfant, la population est confiante quant à l'avenir. L'éducation, c'est le socle, c'est la base de tout. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, j'ai pensé, comme il y a la rentrée très prochainement, à venir remettre ces dons qui vont certainement aider les enseignants et nos enfants. Il ne faut pas oublier, malgré que nous avons les masques, c'est très important d'éduquer nos enfants et leur montrer aussi les différents gestes barrières. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. On sent que la population voudrait vraiment que la paix revienne. Hein? Oui, nous avons accompagné, nous, une petite équipe de journalistes en 2019. Nous étions dans la suite du président de la République quand il est arrivé en Ituri. Et on sentait déjà ce besoin, et je crois que le président de la République lui-même l'avait senti. Et le fait de nommer quand même des gouverneurs militaires, c'est en partie répondre également à cette demande, parce que quand nous sommes allés là-bas, la population voulait demander, et là il demande encore qu'on puisse changer, mettre d'autres personnes. Et je crois que la nomination des gouverneurs militaires, autres que ceux qui sont déjà là depuis plusieurs mois, plusieurs années, est l'une des réponses que le président de la République vient d'apporter à cette population qui, il faut dire, c'est une population très, très dynamique. Et c'est une population courageuse qui ne demande qu'une chose, la paix, parce qu'elle aime faire son commerce dans la quiétude. Et on ne peut qu'être confiante quant à l'avenir. Depuis 2017, ça a quand même trop duré. Allez, on va suivre ces dossiers. On y reviendra sur l'état de siège, mais recevons d'abord nos invités sur ces plateaux. Les humilités. Il ne faudrait pas que les humilités empêchent la justice de faire son travail. Aujourd'hui, où nous en sommes avec ce qu'est fait l'inspection générale des finances, on en parle encore aujourd'hui, l'IGF. Qu'est-ce que l'IGF fait et où nous en sommes avec le travail que fait l'IGF? C'est que l'inspection générale des finances fait. Comment, alors que pratiquement la plupart des personnes qui sont trempées dans beaucoup plus de dossiers que traite l'IGF aujourd'hui, ils ont des immunités. Comment l'IGF fera pour contourner cela?
On va essayer de chercher des réponses avec nos invités. On a le coordonnateur de l'inspection générale des finances qui est avec nous. Je vais vous dire, hein, monsieur Ieleza. Venez, monsieur Ieleza. Venez, on est en direct. Hein. Monsieur Ieleza. Bonjour, Jessie. Bonjour, Cordon. Vous allez bien? Ici? Je vais commencer par désinfecter vos mains. Merci. Vous pouvez déposer votre masque. Hein. Après, vous allez le reprendre après. Voilà, ces gestes, n'oubliez pas de le faire toujours chez vous à la maison. Comment vous allez? Très bien, merci. L'inspection générale des finances, aujourd'hui, vous en êtes où? Nous en sommes où par rapport à des dossiers? Non, nous sommes en train de boucler aujourd'hui, cette semaine, une série d'émissions d'encadrement que nous avons lancées au niveau des entreprises du portefeuille des établissements publics. C'était initialement au moment où le gouvernement était en affaires courantes, parce que l'autorité avait craint qu'il y ait une gestion débridée de la trésorerie et que donc par rapport à cette circonstance politique, il fallait veiller à l'encadrement des dépenses dans les entreprises du portefeuille et les établissements publics, ce qui a été fait. Et parmi les résultats, on a noté une amélioration sensible de la trésorerie de ces entreprises. Justement, je voulais justement en parler. J'ai suivi le compte rendu du gouvernement hier qui se félicite avec plus ou moins dans le régime financier 105% par rapport aux assignations, 130%. Là, c'est que l'IGF, on sent que l'IGF a fait son travail. Hein. L'encadrement dans les régies financières, c'est différent parce que c'est l'encadrement dans la surveillance en contrôle concomitant des actes qui amènent à ce que la recette soit constatée, soit recouvrée et soit nivelée dans le compte général du Trésor. Donc, du côté recette, c'est un encadrement qui a commencé depuis l'année passée parce qu'on a pensé que c'était mieux de veiller à ce que les recettes rentrent plutôt que de venir après quand elle n'est pas rentrée pour aller la chercher. Et généralement, on ne la retrouve plus, même si on trouve de coupables. Donc, il vaut mieux éviter la fraude que la poursuivre après. Donc, c'est le principe de l'encadrement en matière de recettes, c'est celui-là. Mais en matière des dépenses, dans les entreprises du portefeuille, et d'ailleurs, dans un certain moment, c'était fait jusqu'au compte général du Trésor, c'est autre chose. C'était éviter que les dépenses inutiles, non justifiées, ne soient exécutées. Parce qu'encore une fois, si c'est fait, vous pourriez toujours dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, mais est-ce que vous récupérez toujours l'argent qui a été détourné? Dans le monde entier, les études qui sont faites montrent que les audits de fraude n'amènent pratiquement pas à récupérer les biens qui ont été acquis à l'issue de cette fraude-là. C'est même devenu une spécialité de beaucoup d'avocats de faire de la récupération de résultats de la fraude. Donc on évite d'en arriver là. Encore une fois, on veut se placer avant plutôt qu'après. Je vous rappelle, si vous me prenez en compte, M. Ieleza est coordonnateur à l'inspection générale des finances, c'est ça? Exactement. Coordonnateur de l'inspection générale des finances. À l'inspection générale des finances. Parce que si vous dites de l'inspection, c'est comme si j'étais le numéro 1. Vous êtes coordonnateur à l'inspection générale des finances. Élisée Odia, la grande question aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, on vous jette de fleurs, on sent que vous faites un bon travail dans l'encadrement, mais ces méthodes de l'IGF dont beaucoup de gens sont en train de décrire, on ne comprend pas. Vous faites le travail, les résultats sont là, mais les gens décrivent votre façon de faire les choses. Oui, est-ce qu'avant, le problème c'est ça, est-ce qu'avant l'inspection ne faisait pas le travail? Si vous faites le travail et que vous ne communiquez pas sur le travail que vous faites, comment la population, je ne dis pas les autres, la population, comment peut-elle être au courant que vous faites le travail? Qui doit être au courant que nous faisons le travail? Est-ce seulement le gouvernement, le chef de l'État, ou beaucoup plus loin, les députés, les parlementaires et la société civile? Donc, si nous faisons de la redevabilité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, si nous faisons de la redevabilité vis-à-vis de toutes les parties prenantes à notre action, c'est normal que nous communiquons. Et quand nous communiquons, c'est normal que les gens se rendent compte que l'inspection est là et qu'il fait son travail. On en parlera, pendant on va demander à M. Kapiama de venir, on en parlera également de cette plainte pour diffamation qui est initiée par l'ancien Premier ministre. Non, mais moi je voulais savoir la redevabilité. Monsieur Kapiamba.
coordonnateur, c'est bien, mais l'IGF a tendance à désigner ses coupables déjà pendant l'instruction même du dossier. Bon, d'une façon générale, quels sont les documents de l'inspection que vous trouvez sur la place publique? Il y en a très peu. Les gens parlent de rapport de l'IGF, mais n'ont jamais vu. On voit des reproductions des parties qui sont censées être les rapports de l'IGF, mais il n'y en a pas eu. Lorsque l'IGF a fait des communications, en plus de la communication verbale, on a déposé des documents écrits qui ont circulé. Et dans aucun de ces documents, vous voyez des noms. Donc, quand on dit que l'IGF a désigné telle personne, a désigné comme coupable, ce n'est pas le cas. Lorsque le parquet plutôt fait une enquête, il désigne des personnes qui sont des suspects et donne des noms. Lorsque l'IGF fait une mission, l'IGF peut désigner des personnes qui ne sont pas plus suspects que lorsqu'ils sont au niveau du parquet. On a des indices, on a des indices sérieux de culpabilité et on peut en parler. Mais cela ne veut pas dire que nous condamnons. Dans ce pays, il n'y a que le juge qui peut condamner. Mais cela ne veut pas dire que tant que le juge n'a pas condamné, si je dis que telle entreprise publique n'est pas bien gérée, je ne dois pas citer le nom. Et si je cite le nom de l'entreprise publique, même si je ne cite pas le nom du gestionnaire, puisqu'on sait qui gère cette entreprise publique, c'est simple d'arriver jusqu'au gestionnaire. Mais cette obligation de redevabilité, tout le monde doit l'accepter. Parce que sinon, à quoi ça sert de faire le contrôle? À quoi ça sert de faire le contrôle si je dois commencer à parler en termes vagues, en disant plus ou moins beaucoup d'argent a été détourné? Combien? Non, plus ou moins beaucoup d'argent. Ou quelque part à la Gombe, entre telle avenue, et je ne cite même pas le nom du service où je suis allé contrôler, on va frôler le ridicule. Mais le secret de l'instruction n'existe plus. C'est ça aussi, tout se sait avant, mais alors que peut-être... oui, mais quand vous parlez du secret de l'instruction, suivez les informations dans toutes les presses du monde. On vous dit que le président Sarkozy est interpellé parce qu'on vous fait même passer la bande audio de la communication qui a été enregistrée sur son téléphone. Mais ça dérange beaucoup d'avocats, de magistrats aussi. C'est un fait, il faut vivre avec. C'est un fait qu'il faut vivre avec. Lorsque je communique, parce que nous devons communiquer, il y a toujours un risque d'interception entre l'émetteur et le récepteur. Physiquement, c'est démontré pourquoi ça serait une exception quand il s'agit de l'inspection. C'est une sorte de déviation au niveau de l'appareil judiciaire, parce que je sais que les magistrats et les avocats sont un peu jaloux de ce secret d'instruction. Quand ça sort comme ça, on sait déjà tous, il y a un problème quand même au niveau de... Non, il n'y a pas un problème. Je crois qu'il faut rappeler le principe d'un état de droit. C'est qu'un état de droit démocratique, c'est que les gestionnaires gèrent, pas pour eux-mêmes, pas pour leurs archives, leurs tiroirs, mais ils gèrent pour la population, pour le bien de la population. Et que la population a droit, un des droits fondamentaux de la population vis-à-vis de ses dirigeants, c'est d'obtenir l'information relative à la gestion, d'être informé de la manière dont ces affaires sont gérées, les difficultés, les dispositions prises pour notamment éliminer les difficultés, faire sauter les obstacles et aussi les sanctions qui doivent être prises contre les mauvais gestionnaires. Donc c'est un devoir dans les chefs des gestionnaires, y compris l'IGF, d'informer la population. Oui, mais la présomption d'innocence... Je reviens maintenant à la question technique, qui semble être technique, mais je vais faire tout pour la simplifier à l'intention de vos téléspectateurs, c'est de savoir, mais quelle est la place maintenant du secret de l'instruction? C'est quoi en fait le secret d'instruction? Le secret d'instruction ne veut pas dire qu'on ne puisse pas rendre compte à la population de ce qui est strict minimum, ce qui est essentiel pour sa connaissance. Le secret d'instruction voudrait tout simplement dire que tout ce qui est collecté en termes d'éléments, de preuves à charge et à décharge puisse être gardé sous le sceau de la confidentialité jusqu'à ce que les débats se fassent ou démarrent devant la juridiction. C'est ça le secret d'instruction. Il s'ajoute aussi dans le secret d'instruction, c'est que
tous les moyens qui sont utilisés pour collecter ces éléments ne doivent pas être connus de tout le monde. C'est comme ça que vous verrez, lorsqu'on doit lancer une perquisition, le procureur signe un mandat, ce mandat n'est pas porté à la connaissance de tout le monde. Il passe par un canal confidentiel jusqu'à ce qu'on va brusquer la personne chez elle. On encercle sa maison avec le mandat et les agents s'introduisent, perquisitionnent et ramassent ce qu'il y a ramassé pour rendre compte au procureur. Et dans le secret d'instruction, je termine par là, il y a aussi la protection des témoins, surtout les témoins à charge. Même les témoins à des charges. Même des fois, les victimes, si elles-mêmes souhaitent être gardées sous le sceau de la confidence. C'est ça le secret. Ça ne veut pas dire que la justice doit s'incruster dans une sorte de tour d'ivoire où elle fait ce qu'elle veut entre des gens, des membres, et qu'on ne doit pas connaître, où la population doit être mise à l'écart. Les gens se trompent. Maintenant, je reviens à la question de la présomption d'innocence. C'est quoi en réalité? La présomption, j'entends les gens disent, la présomption d'innocence veut tout simplement dire dans un état de droit que lorsqu'il y a un fait imputé à une dame, à un monsieur, ce fait doit être pris non pas déjà comme une vérité, jusqu'à ce que les juges compétents et les derniers alors puissent les constater et considérer que les faits étaient établis. C'est ça la présomption d'innocence. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en parler dans la société démocratique. Donc, il faut que, c'est vrai, ça fait plus de 50 ans, pour ne pas parler de 60 ans, qu'on nous a habitués dans notre pays par les gestionnaires qui ont eu à développer une gestion de prédation, à considérer que tout ce qui était fait par l'État devait être considéré comme secret d'État. Tout n'est pas secret d'État. Quand l'IGF mène un contrôle, finalise ses conclusions au nom du principe de la redevabilité dans un état de droit démocratique, parce qu'ils ont cette obligation, ils vont choisir comment rendre compte à la population sur ce qui est essentiel tout en sauvegardant les éléments qui peuvent être des éléments à charge et à décharge. Donc, vous les médias, ne soyez pas embêtés de relayer. C'est du pain béni pour nous. Nous, quand les infos fuitent comme ça, même quand on nous sert ça, c'est du pain béni pour nous. Mais on dit la procédure souvent n'est pas respectée. L'IGF est là, c'est tout de suite les médias. Peut-être que c'est pas passé par le procureur. Et c'est ça, tout ce que certains décrivent. Non. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, là je parle en tant qu'expert à la matière, à chaque niveau d'instruction, tous les acteurs sont soumis à des règles qui les gouvernent. C'est comme ça que le Cordo a dit qu'à leur niveau, les règles qui les régissent leur permettent de rendre compte en choisissant ce qui est utile pour l'opinion et protéger les restes pour envoyer soit à l'autorité politique ou administrative et les restes à l'autorité judiciaire. En les faisant comme ça, ils ne violent aucune règle de l'état de droit. Par contre, ils accomplissent correctement et de manière professionnelle leur devoir en tant que gestionnaire dans leur secteur. Mais justement, ils doivent être félicités d'ailleurs. Mais justement, c'est comme ça que vous aurez bientôt un procès. L'ancien Premier ministre vous porte plainte pour dénonciation calomnieuse par rapport au travail que vous avez fait. On est totalement serein par rapport à ça. Mais avant de revenir à cette histoire de plainte, j'insiste sur la redevabilité, qui est un devoir pour ceux qui travaillent, pour ceux qui contrôlent, pour ceux qui contrôlent, et qui est un droit pour le peuple. Parce que c'est au nom du peuple que nous faisons tout cela. Moi, je suis payé par les impôts que les citoyens congolais payent. Et quand je fais mon travail, je suis obligé de rendre compte. Et que celui qui paye pour ce travail-là doit être au courant. Mais vous êtes obligé de rendre compte, mais vous ne soumettez pas les gens nous ne soumettons personne populaire. Nous ne soumettons personne à la désapprobation, à la déshonneur, au déshonneur plutôt. Nous disons qu'il y a un cas précis qui Matata Ponyo vous porte plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été dénoncé et calomnieusement, avant d'entrer dans l'hypothèse même que cette plainte puisse être examinée,
il est un fait que les gens qui font un travail de contrôle qui peut nuire à leur sécurité, à leur... voilà, ils sont protégés. Hein, l'avocat qui a établi cette plainte aurait dû demander l'autorisation du président de la République, de qui nous relevons, et par rapport au statut judiciaire qui protège les inspecteurs de finances, l'autorisation de faire cette plainte-là. Si cette autorisation n'est pas là, aujourd'hui, cette plainte, c'est des écrits sur une feuille de papier. Donc voilà, on lit comme je lirais une bande dessinée. Voilà, lire, certains justement vous reprochent cela, de fermer les yeux quand il s'agit d'être un peu regardant sur les dépassements au niveau de la présidence et d'autres beaucoup plus regardants quand il s'agit d'autres institutions. Voilà, exactement. Bon. C'est comme si vous choisissez. Est-ce que c'est parce qu'ils dépendent directement de la présidence ou... le rôle de l'IGF n'est pas de se prononcer sur l'exécution du budget. Ça, c'est le rôle de la Cour de compte. La Cour de compte reçoit les comptes de l'État et dit que telle personne est allée au-delà. L'IGF contrôle des gestions, contrôle des situations. Donc, on peut aller au Parlement, à la Cour de compte. À la présidence, non. À la présidence, je voulais dire, voilà, vous avez dépensé autant d'argent pour acheter les véhicules pour, je ne sais pas, les membres des cabinets, les membres de ceci. Où sont ces véhicules? Au nom de qui les 4 euros sont-elles établies? Ça, on le fait. À la présidence, vous le faites, rassurez-nous. On ne vous a jamais entendu parler de ça. Est-ce qu'on vous a jamais entendu parler de ça? Qu'on fasse la liste des ordres d'émission de 1 jusqu'à combien pour vous dire qu'on a été à la commune de Kisenso, à la présidence. La présidence, tout le monde a décrié le dépassement du budget. La présidence, on ne vous a pas entendu communiquer sur ça. Moi, je crois que quand vous parlez des chiffres, les chiffres, c'est ce à quoi on peut faire dire n'importe quoi. D'abord, quand on établit des dépassements à la présidence, dans les années 90, les dépassements étaient au niveau du ministère du budget, des Finances. On avait des 3000%, des 4000%, quand les autres ministères atteignaient à peine les 100%. Pourquoi? Parce que toutes les dépenses étaient faites via le cabinet du ministre des Finances et étaient enregistrées comme des dépenses de cabinet de finances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépenses qui sont enregistrées à la présidence qui ne sont pas des dépenses de la présidence. Donc, quand moi, on me dit qu'il y a 2000, 4000%, je regarde la liste de ces dépenses. Je sais qu'il y a des dépenses des forces armées et il y a des impératifs urgents aujourd'hui de défense et de sécurité. Vous en avez parlé au début de votre émission. Les plaintes du commandement militaire remontent plus facilement vers le chef des armées, qui est le président de la République, et les autres sont donnés de là. Et les fonds sont parfois et souvent mis à la disposition du comptable de la présidence, ou même lorsqu'ils sont mis au profit du comptable de la défense, sont comptabilisés par le donneur d'ordre. Donc ne vous étonnez pas. Tenté de dire que c'est celui qui doit contrôler, justifie, fait l'avocat. Je ne fais pas l'avocat, je vous donne l'information. Maître, est-ce que l'IGF peut, parce que là, bon, l'IGF défend quand même la présidence, est-ce qu'on peut auditer, vérifier la gestion, la manière dont sont gérés les fonds au niveau de la présidence? L'IGF peut faire ça ou l'IGF va se limiter aux anciens du FCC? Sans oublier que l'IGF dépend de la présidence de la République. Hein? D'abord, je voudrais tout simplement rappeler les principes. Nous sommes un État de droit, nous les Congolais. Rappelez-vous que dans les préambules de notre Constitution, nous avons dit: nous avons pris la résolution de construire au cœur de l'Afrique un État de droit. Un État de droit, c'est un État organisé sur base des textes, des principes, des règles. Lorsque les coordonnateurs à l'IGF vous disent que dans leur mission, dans leurs attributions, ils n'ont pas à contrôler les chiffres comme le fera la Cour des comptes, c'est parce qu'ils s'appliquent à cette règle. Et donc, à mon sens, nous ne pouvons pas leur poser plus de questions qu'on aurait posées à un représentant de la Cour des comptes, qui, en passant, vous savez, qu'elle ne fonctionne pas comme il se doit. Elle a été réduite pratiquement à un cabinet d'audit. Est-ce que c'est parce que, justement, la Cour des comptes ne dépend pas directement de la présidence? Non. C'est-à-dire que là, il y a un problème politique. C'est une question sur laquelle nous avons abondamment travaillé. Il y a eu un manque flagrant de volonté politique dans les chefs des dirigeants qui ont passé dans notre pays, qui ont nommé
51 magistrats à la Cour qui n'ont jamais prêté serment, on n'a pas organisé. J'espère que d'ici les prochains mois, il y aura cet effort combiné, la présidence, l'Assemblée nationale, pour que enfin ces compatriotes qui sont prêts pour travailler et faire ces contrôles dans toutes les attributions prêtent serment et accomplissent leurs tâches. Et donc à ce stade-là, je crois que on ne peut pas mieux percevoir les choses si on leur posait des questions qui doivent être adressées à la Cour des comptes. Mais justement, parce qu'on est en direct, les téléspectateurs ont également réagi. Hein. Une question pour monsieur Ieleza. On dit arrêtez de faire l'avocat de la présidence de la République. Boba Misso. Non, je ne dis pas que je fais l'avocat de la présidence de la République. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. Je donne une explication des dépassements qui peuvent se situer ici, ici et là. Mais il est vrai que dans notre pays, on a un problème les spécialistes disent de sincérité du budget. Il n'est pas normal que l'hôpital de Kalembelembe, je prends un exemple à Kinshasa, qui reçoit, je crois, 200 000, enfin, qui est budgétisé pour 200 000 francs congolais de fonctionnement pour toute l'année, ce qui est complètement ridicule, ne puisse même pas le recevoir quand d'autres personnes ont des dépassements de 2 000 et de 3 000. Lorsque l'IGF doit planifier son contrôle, l'IGF doit planifier son contrôle là où les risques sont les plus élevés. Et si quelqu'un a un niveau d'exécution de 4 000% de ses prévisions, je peux dire que le risque est plus grand que là où il y a 0%. Mais tout pose le problème de comment nous élaborons nos budgets. Est-ce que les dépenses étaient bien estimées avant pour que les 4 000% aient le même sens que si les dépenses n'avaient pas été bien estimées avant? Donc, il y a un certain nombre de choses. Et encore une fois, je le dis, l'IGF est compétente pour contrôler la présidence. L'IGF l'a déjà fait. Ah bon? Dans quel dossier? Rappelez-nous. Vous n'avez jamais communiqué dessus. Dans quel dossier? Je ne suis pas là pour vous dire que voilà, aujourd'hui, là, on ouvre chapitre contrôle IGF présidence. Non. Hein? Je vous dis ce que l'IGF peut faire et ce que l'IGF a fait. Mais pourtant, quand vous êtes allé dans le dossier Boukangalonzo, vous nous avez dit que nous sommes allés contrôler Boukangalonzo. Quand vous êtes allé à l'EPSP, gratuité de l'enseignement, vous avez dit que vous allez contrôler gratuité de l'enseignement. Les provinces, vous avez dit que vous allez contrôler. Non. Dans le cas de Boukangalonzo, l'initiative est venue de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Je ne dis pas la décision, mais l'initiative. Ah bon, il a écrit à l'IGF pour demander à l'IGF de faire ce travail. L'IGF s'est référé à sa hiérarchie. Est-ce que je reçus une demande? Est-ce que je peux? On dit oui, vous pouvez, allez-y. Donc, il ne faut pas dénaturer les choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a instrumentalisé l'IGF pour que l'IGF aille contrôler Boukangalonzo. C'est officiel, vous avez, comme vous êtes si bien informé, la lettre du Premier ministre honoraire Matata Ponyo adressée à l'IGF qui est sortie dans les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas une volonté d'instrumentaliser l'IGF dans le dossier Boukangalonzo. C'est complètement faux. Dans le dossier Sekopé, il y a encore une fois une délibération du Conseil des ministres et que le Premier ministre a exécuté en écrivant à l'IGF que lors de tel Conseil des ministres, le gouvernement s'est étonné des dépenses dans ce secteur. Est-ce que vous voulez bien aller jeter un coup d'œil? Donc il n'y a aucune instrumentalisation vis-à-vis de l'appartenance politique de la personne qui, en ce moment-là, était le ministre de l'EPSP. Il y a une délibération du Conseil des ministres. Si vous permettez, les délibérations du Conseil des ministres sont publiées. Vous pouvez vérifier. Est-ce qu'à tel moment, le Conseil des ministres a demandé au Premier ministre de demander à l'IGF de contrôler le CECOP? Oui ou non? Et si c'est le cas, il n'y a pas d'instrumentalisation. Mais dans le dossier Frécovid, l'IGF s'est réjoui que l'ancien ministre ait retourné l'argent. Se réjouir, c'est une façon de parler. Je peux faire de l'ironie. Hein? Même une machine aujourd'hui qui traite automatiquement le langage naturel sait faire la différence entre une phrase qui est faite sous le signe de l'ironie et une phrase qui est faite sous le fait de la jubilation. Ça, c'était de l'ironie, c'est une façon de communiquer. Mais on n'a jamais entendu qu'on a les poursuites qu'on a le dossier contre l'ancien ministre de la Santé. L'IGF a déposé et a communiqué là-dessus que le dossier par rapport au ministre honoraire Eteni a été déposé auprès du parquet général près la Cour de cassation, dans les mêmes formes, sous les mêmes modalités que ont été déposés les dossiers contre le ministre honoraire
de l'EPST contre un certain nombre de gouverneurs, dont je ne citerai pas le nom parce que ce n'est pas le lieu, de gouverneurs de province, je veux dire, et d'autres gestionnaires publics pour lesquels l'IGF attend encore une fois que les parquets puissent avoir les autorisations de poursuivre les... Très bien. Avant d'ouvrir notre débat du jour, Élisée Audier... Non, mais je voulais dire par rapport au gouverneur, il y a des dossiers par rapport au gouverneur, mais il suffit maintenant, on va un peu politiser cette affaire de l'IGF, c'est peut-être pas instrumentalisé, mais est-ce que c'est pas un peu politisé? Parce qu'il suffit qu'un gouverneur adhère à l'Union sacrée, c'est fini, on ferme un peu les yeux. Et quand vous refusez d'adhérer, on vous cherche un peu les pouces sur la tête. C'est qu'on reproche. On reprocherait également à l'IGF. Ouais, mais encore une fois, n'isolons pas les faits de leur contexte. Il y a eu une conférence de gouverneurs. Le président, le gouvernement, avec l'ensemble des gouverneurs de toutes les provinces. Lors de cette conférence de gouverneurs, le président a dit clairement aux gouverneurs qu'on va vous surveiller beaucoup plus strictement. N'oublions pas que lors de l'alternance, et aujourd'hui encore, beaucoup de provinces sont hyper endettées. N'oublions pas que le gouvernement, même s'il n'arrive pas encore à débloquer les 40% prévus dans la Constitution, envoie beaucoup d'argent dans les provinces. Et on doit s'inquiéter et savoir comment cet argent a été géré. Lorsque les autres services, parce qu'il n'y a pas que l'inspection, la direction de la reddition des comptes a préparé 2 ou 3 projets de loi de reddition des comptes, en descendant jusque dans les provinces, ramasser les comptabilités par rapport à tous les fonds qui ont été envoyés vers ces provinces. Mais ces rapports-là, ce ne sont pas des rapports de l'inspection. Ces rapports-là vous disent que tel fonds ne sont pas arrivés. Tel fonds ne sont pas arrivés. Et par rapport à ça, lorsque au jour d'aujourd'hui, on a contrôlé au moins, je crois, une dizaine de provinces sur les 26. Et on y va progressivement. Alors, comment vous voulez lier une instruction publiquement donnée à toutes les provinces et qui s'exécute parce que nous en avons reçu la répercussion de notre hiérarchie sur toutes les provinces progressivement, comment vous voulez relier ça à des faits factuels d'adhésion ou non à tel ou tel regroupement politique? Ça, c'est de l'extrapolation. Alors justement, on va prendre le chef des services de l'inspection générale des finances. On l'a reçu dans cette émission. Il nous déclarait ceci, avant d'ouvrir justement le débat. Est-ce que les immunités aujourd'hui empêchent la justice de faire son travail? 11 éléments. On a kokanga bango procédure eza mulai. Bamboto wana kanene ba ministre, ba gérant, ba kima kuna na parlement, ba kima kuna na sénat, bamboto bango wana ba stratège, ba yibi mbongo na ba entreprise les ba pays, ba corrompre ba députés provinciaux, ba zui ba mandat, ba komi ba sénateur, ba yibi mbongo na ba entreprise, ba ke ba sali campagne population a yebité que ba yibi na Kinshasa ba to sala campagne pour na village, ba villageois ba yebité o moyibi munene, ba zui ba voter. Alors siko ba zui ba immunité, ale ba koti kata parlement. Pour na Hollande la ba wana procédure eza mulai. Donc tant que tali ka yibi toke na justice pas na procédure moulaya Rolande la bango, il faut que senga ba autorisation ba lever d'immunité wana nde bamboto. Mais ba yebaka ke suka immunité ekosila. Suka ekosila. Ya wana pe tosala kambela clamer. To bando bele na bango ata to tani komo na yote to bikaka a Géraki entreprise à Foufou, boyebi entreprise Songolo, yemta Géraki Kweya, ata totali comme on a été beau voter yete, yemta nyokol bande konabino na entreprise X, yemta nyokol bande konabino na Transco, yemta nyokol bande konabino boy, to bele la bango. Parce qu'il faut population aille babatini en zo voter. Merci. Qu'est-ce que c'est à gouvernorat? Monsieur Georges Kapemba, vous venez de lancer la campagne que les immunités n'empêchent pas la justice de faire son travail. Et quand on regarde par exemple ce qui s'est passé au Sénat l'autre fois, dans ce qui aujourd'hui, les immunités, c'est un stop à la justice de faire le travail. Non, en fait, nous avons voulu tout simplement embrayer sur l'une de nos actions de la sensibilisation de la population, mais aussi principalement des parlementaires, sur ce que la loi, la Constitution prévoit déjà, parce que les gens doivent savoir que nous sommes un État de droit
le pouvoir est organisé en ce qu'on appelle des strates, des niveaux, des catégories. Il y a beaucoup d'autres institutions plutôt qui participent à l'exercice du pouvoir. Et parmi ces institutions importantes, nous avons le Parlement. En ce que le Parlement a comme mission principale, constitutionnelle, légiférer, mais et surtout contrôler l'action du gouvernement et de certains organismes nationaux. Mais pourquoi on fait les contrôles? On fait les contrôles, c'est ça qui va rejoindre la mission de la justice. C'est pour deux choses, à notre sens. Premièrement, voir comment les gestionnaires à qui l'État donne les moyens pour exercer leurs charges et participer à la réalisation de l'intérêt général, comment ces moyens sont-ils gérés? C'est ça la mission. Deuxièmement, il y a aussi les contrôles qui permettent de faire démarrer des réformes. Lorsqu'on constate par exemple que telle institution qui a été créée pour contribuer au contrôle ne parvient pas à le faire parce qu'il y a des obstacles, il y a des dysfonctionnements, les parlementaires peuvent suggérer des propositions de loi pour améliorer. Et donc, lorsque ce contrôle est réalisé, il peut aller même jusqu'aussi à participer, à faciliter l'action de la justice qui contribue aussi à l'exercice du pouvoir de l'État. Et le pouvoir d'examiner les demandes de levée d'immunité ne doit pas être entendu comme un pouvoir qui est reconnu au Parlement ou aux parlementaires de juger les faits. C'est juste pour participer à l'exercice de ce pouvoir de l'État, de contrôle, qui, à leur niveau, ils reçoivent les documents pour dire lever les immunités de X, Y, parce que nous avons besoin de l'interroger. Ils exécutent ça et ils laissent les messieurs, les concernés, aller se défendre devant la justice. Alors, ce qui s'est passé, parce que vous avez évoqué, ça s'est passé hier dans le dossier Bukangalonzo, mais avant ça, la CAJ, nous avions lancé cette campagne, nous avons pu atteindre au moins, avec une lettre ouverte, 102 sénateurs. Et dans la lettre, nous leur rappelons tout simplement la mission d'un Parlement dans un état de droit. C'est traduire l'expression de la volonté du peuple en ce qui concerne notamment la lutte contre la corruption, le détournement, le blanchiment des capitaux et la lutte contre l'impunité. De telle sorte que lorsque l'un de vous est visé par l'action de la justice, vous ne devez pas vous exprimer dans le sens de lui assurer une autoprotection. Mais par contre, vous devez savoir que vous êtes tenu à participer à l'exercice du pouvoir de l'État en levant automatiquement ses immunités. Si vous ne le faites pas, vous allez finalement donner l'impression au peuple qui vous a mandaté pour accomplir cette tâche-là, que vous vous transformez en une sorte de sanctuaire pour que ceux qui font mal au bien de l'État, à la population, puissent aller s'y réfugier. C'est un peu ce que le chef de service vient de dire là-bas, qu'il y a eu des gens qui, après avoir mal géré, après avoir pris l'argent de l'État, ont pensé qu'il fallait acheter des sièges au Parlement afin de s'autoprotéger par les immunités. Ce qui est aberrant parce que l'immunité ne vous protège pas indéfiniment contre les poursuites judiciaires. L'équité de l'actuelle justice, dite d'état de droit, ne rassure pas. C'est ça aussi le problème. C'est qui fait qu'au niveau du législatif, on regarde la justice comme étant un adversaire et non comme étant quelqu'un. C'est ça aussi le problème. Ça, c'est et d'ailleurs, Marata Pogna, il a dit, il vient affronter cette justice, il a dit la justice politique. Voilà. Un peu politisée. Mais, politisée. Oui, vous savez, c'est ça le problème avec notre pays, c'est que on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi on est en politique. Les gens, malheureusement, et vous les médias, et nous de la société civile, nous devons fournir beaucoup d'efforts, de campagnes pour que la prochaine génération de politiciens fasse les choses différemment
de la génération que nous avons actuellement. Parce que je ne peux pas m'imaginer que vous acceptez une charge de l'État, comme nos sœurs et les frères qui se sont bousculés au portillon du Premier ministre, président de la République, pour devenir ministre. La plupart se sont bousculés, vous savez ça. Mais quand vous y allez, vous devez, dans votre conscience, savoir que cette fonction-là vous octroie des avantages, mais comporte aussi une responsabilité. En ce que la gestion à laquelle vous allez être soumise vous oblige de respecter les règles. Si vous ne respectez pas les règles qui sont édictées par l'État, un jour vous allez être amené à rendre compte. Mais et quand on vous appelle maintenant pour rendre compte, vous commencez à utiliser des stratégies du genre, c'est instrumentaliser cette justice. Mais ils seront en face de qui? C'est ça, le juge oui. Qui par après, excusez-moi, deviendra, ou un avocat de la République qui par après deviendra président de la Cour constitutionnelle. Non, mais il faut savoir. Ça, où il sera nommé juge à la Cour constitutionnelle. Je voudrais rappeler que les magistrats des parquets, ce n'est pas par hasard qu'on dit que l'organe de la loi, ce sont les gendarmes pour la protection de l'ordre public. Ils représentent l'État. Ils sont là. Leur mission, c'est s'assurer que tous les dirigeants, tous les citoyens se comportent conformément aux règles. C'est lui qui dévie est immédiatement identifié, interpellé. Mais quand il fait son travail, les politiciens qui ont participé à ce genre d'activités, entre guillemets, criminelles, commencent à agiter l'éventail d'instrumentalisation. Oui, l'IGF a sa belle il a déjà heureusement, je peux ça vous dire. aussi, l'IGF vient de le dire. Voilà. Tocobel est là. Voilà. Bon, Oui. comment je peux encore aller puisque je suis Tocobel déjà est là, ça fait coupable. la clameur publique. Vous savez que c'est un des moyens de pression. Il y a cette instrumentalisation aussi de l'opinion. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous parlez dans une langue, ne transposez pas le contenu dans une autre langue sans faire un peu... Non, quand il dit Tokobel est là, Tokobel est là, on va communiquer, parce qu'on ne le faisait pas. Retenez qu'on va communiquer. J'aimerais, si vous permettez, revenir sur cet élément qui a été, encore une fois, utilisé hors de son contexte. L'IGF a traité les sénateurs de voleurs. Soyons sérieux. Mais ça ne ressort nulle part. Nous savons tous que les sénateurs ne sont pas tous des voleurs. On dit chez nous que lorsque vous vous blessez sur un doigt, c'est toute la main qui est salie. Lorsque l'on dit, et on ne peut pas non plus le nier, que ça rentre dans le plan, je dirais plan de carrière, le plan politique de certaines personnes, d'être couvertes par des immunités. Si une ou deux personnes le font et qu'on le dénonce, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble qui le font. N'extrapolons pas, n'exagérons pas. Ça, c'est une chose. Le rôle de l'IGF, qu'est-ce qui est le rôle de l'IGF? C'est de contrôler et de rendre compte. Donc, on va pas revenir là-dessus. Et que lorsque aujourd'hui... mais la question maintenant, ce qui dérange, c'est Kobel et la Bango, c'est le rôle de l'IGF. Et volant celui qui a été la justice. Je passe dans une autre langue, je vous dis, c'est rendre compte. Voilà. Hein? Et si vous voulez éviter que l'opprobre de une ou deux personnes vous salisse tous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, attendez, donc vous donne l'occasion de vous justifier. Et ça aussi, c'est de la redevabilité. Les immunités ne sont pas faites pour protéger. Les immunités, c'est des conditions de poursuite. Les immunités n'ont aucun rapport avec la compétence du juge. Vous ne le savez peut-être pas, aujourd'hui, les directeurs d'administration publique sont justiciables de la Cour d'appel. Vous avez vu le procès Sekopé, c'est au niveau de la Cour d'appel. Le procès de directeur de cabinet Kabere, c'est au niveau du tribunal de grande instance, qui est en dessous. Notre législateur a trouvé que les directeurs d'administration devaient être justiciables des cours d'appel. C'est un privilège de juridiction. Mais il n'y a aucune immunité par rapport à ça. Vous n'avez pas à demander l'autorisation de qui que ce soit pour les poursuivre. Les immunités, c'est quand on doit demander l'autorisation. Je vous ai dit tout à l'heure que les inspecteurs de finances, vous pouvez les poursuivre quand vous devez demander l'autorisation. Mais tous les inspecteurs de finances n'ont pas rang de directeur d'administration.
Si vous voulez poursuivre un inspecteur de finances qui a rang de chef de division, vous allez le poursuivre devant son juge naturel, mais vous demanderez toujours cette autorisation. On est en matière de poursuite, on n'est pas en matière de jugement. On vous demande est-ce qu'on peut poursuivre. C'est la question qu'on va poser. Est-ce qu'on peut poursuivre? C'est dans leur droit. Est-ce qu'ils veulent cacher ou ils examinent du juge qui est devenu intransigeant et on a peur de lui. Pas intransigeant quand même. Il est devenu politiquement. Je n'ai pas dit intransigeant. Je peux reprendre les choses dans l'autre sens. Le juge qui était avant laxiste est devenu intransigeant justement. On n'avait pas peur de lui quand il était laxiste et on a peur de lui quand il devient intransigeant. Donc vous prenez les choses dans un sens, moi je les prends dans un autre, on dit la même chose. On parlait de ces juges, mais plutôt des poursuites. Ouais. Hier, on a assisté à cet imbroglio. On se retrouve avec 2 lettres. Voilà. Du procureur près la Cour constitutionnelle et du procureur près la Cour de cassation parce qu'on estimait que l'ancien Premier ministre Matata était redevable. C'est de l'imbroglio, ça relève même l'imbroglio ou soit c'était la précipitation parce qu'il fallait en finir avec Matata. L'imbroglio, je crois que c'est peut-être assez fort. Il y a eu une erreur de procédure, de procédure. Ah, ça en dit long sur l'appareil judiciaire quand même. Non. Ou c'était dans le but d'en finir demain, hier, il fallait ça peut arriver. La loi elle-même a prévu que lorsqu'on n'aura pas respecté telle procédure, on n'aura pas accompli préalablement telle formalité avant de poser tel acte, ce qui aura été fait en dehors de cette procédure sera déclaré nul. Et donc, j'ai suivi de plus près les discussions au niveau du Sénat et la tournée principalement autour de l'existence de ces 2 courriers. Le premier qui était envoyé pour solliciter à ce que les congrès soient organisés pour examiner la levée des immunités de la personne concernée, étant donné que la personne avait exercé les charges de Premier ministre lors de la commission des faits. Et la deuxième lettre changeait pratiquement la première en disant « mais parce qu'il n'est plus Premier ministre, donc le Congrès n'est plus nécessaire. Par contre, il faudrait que le Sénat lève son immunité étant donné qu'actuellement, il a la qualité de sénateur. » Alors, j'ai compris que les sénateurs se sont plus accrochés à cet élément un peu qui établissait la contradiction pour dire, mais parce que vous reconnaissez finalement qu'au stade actuel, étant sénateur, c'est seul le Sénat qui peut examiner la question, mais parce que, en tant que sénateur, il est censé être justiciable de la Cour de cassation, et par conséquent, il faudrait que ce soit le procureur général près cette dernière cour. Donc le Sénat a eu raison de ne pas se prononcer, de ne pas statuer. Donc il n'était nullement question de protéger. Donc ils ont rempli pleinement leur rôle parce que face à ça... Non, mais je peux être peut-être tenté à considérer qu'ils ont fait preuve d'une sagesse, d'une précaution, prudence en ce qui concerne la contradiction qui s'est dégagée de ces 2 courriers. Mais vous savez, ce n'est pas... c'est des choses qui arrivent. Ça veut tout simplement dire on renvoie la balle au ministère public, que l'IGF a déjà saisi pour dire, vous, le ministère public, parce que le ministère public, vous êtes organisez-vous pour permettre au Sénat de réexaminer cette question. Mais je termine par mon point de vue. Vous savez que, par exemple, il y a eu un procès ou 2, 3 dans ce pays qui, à la phase préjuridictionnelle, la phase du parquet, les enquêtes avaient commencé dans un ressort autre que celui dans lequel résidaient les personnes concernées. C'était à Matete. Et par la suite, les dossiers avaient été envoyés lorsqu'il fallait maintenant poursuivre ces gens devant leur juge naturel. On a renvoyé devant l'autre ministère public qui était considéré comme directement compétent territorialement, c'est-à-dire celui de Gombe. Bon, on ne va plus revenir. Je crois que peut-être au niveau des débats, les juristes du Sénat ont eu à prendre une autre option au lieu de considérer que le ministère public est un et que même en levant cette immunité, au niveau du parquet général près la Cour constitutionnelle, ils allaient terminer l'instruction et à la fin constater que les faits
étant de la compétence de la Cour de cassation, ils allaient envoyer pour disposition et compétence auprès du procureur général auprès de la Cour de cassation. On a perdu effectivement le temps, mais c'est une bataille perdue et non pas la guerre, hein, alors, monsieur contre Yeleza, l'impunité. aujourd'hui, on va se dire que le travail que vous faites, comment vous allez faire, les immunités sont là, tout le dossier que vous allez enquêter, vous allez envoyer à la justice, les immunités pourront le bloquer, ce qui veut dire que l'IGF pourra faire le travail sans résultat. Ça sert à quoi finalement votre travail que vous faites? Bon, je crois que comme l'a dit Maître Kapembia, le dossier n'est pas clos. Il y a parmi les juristes beaucoup de débats sur la position de tel ou tel autre camp. C'est normal que l'on discute. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là qui nous prennent parfois beaucoup de temps dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Je crois que dans notre pays, qui est un état de droit, il y a un juge pour interpréter la Constitution. Si c'est telle hypothèse qu'il fallait prendre plutôt que telle autre, on va devant ce juge-là et puis il nous dit, moi, juge qui suis chargé d'interpréter la Constitution, je dis que les choses doivent se passer comme cela et on va suivre. Maintenant, est-ce que les immunités peuvent empêcher que l'IGF fasse son travail? Je ne pense pas. L'IGF fait un travail de contrôle et il n'y a pas des immunités pour faire un contrôle. Oui, mais un travail de contrôle. Maintenant, le problème, c'est la finalité, comme vous dites là. Voilà. C'est un problème de la finalité de notre travail. Lorsque nous rendons compte, est-ce que les choses restent en l'état et que les personnes que vous avez mises en cause peuvent à la rigueur venir vous narguer en disant qu'est-ce que vous croyez, on ne m'a rien fait, un pied de nez. C'est vrai que ça peut être totalement démotivant par rapport aux gens qui font ce travail. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on peut estimer, je crois, par rapport à la façon dont les finances publiques sont gérées, où la moindre petite décision est rapidement remontée au niveau des ministres, que donc si ces personnes-là ne peuvent pas être mises en cause, alors que ces personnes s'accaparent des décisions qui ne sont parfois même pas de leur compétence, et donc qui représentent jusqu'à 60-70% des actes de décision dans les finances publiques. Et je dis bien en recettes comme en dépenses. Et si ces personnes-là ne pourront jamais être mises en cause, et si c'est le message que l'on donne, ou si c'est l'impression que l'on veut renvoyer aux gens qui font ce contrôle, il y a effectivement un problème de motivation. À quoi bon? Et si le contrôle doit arriver à être, comme on dit, fort avec les faibles et faible avec les forts, il est évident que le contrôle perdra de son efficacité. On sent que vous avez dit quoi? Non, Maître Georges, oui, non, je voudrais revenir sur l'aspect pour savoir si, lorsque les immunités sont toujours maintenues, est-ce que le contrôle de l'IGF ou des autres institutions aura-t-il vraiment un sens dans notre pays? J'ai dit, le contrôle doit se poursuivre. Dans l'introduction, j'ai suivi les coordonnateurs. Non, vous perdez de vue sur un élément qu'il a mentionné dans l'introduction. Quand vous l'avez reçu, il m'a précédé ici. Il vous a dit que grâce à leur action d'encadrement dans des entreprises, avec les régies financières, aujourd'hui, et vous-même vous l'avez répété, le gouvernement de la République a reconnu dans son compte rendu d'hier, de ce vendredi, qu'il y a eu augmentation plus ou moins positive dans la réalisation des recettes. Mais vous pensez que cela est arrivé comme par hasard? Non, c'est parce que ce contrôle s'effectue de manière permanente et ce contrôle doit être encouragé et soutenu par nous tous. Mais maintenant, par rapport... Justement, je vais vous arrêter là. Je vais vous poser une question. Allons dans le concret. Il y a augmentation des recettes, c'est vrai. Prenons un exemple, par exemple. Prenons le cas de l'Exonatra, par exemple. Le président du conseil d'administration, c'est un sénateur. Ce qui veut dire que tout ce qu'il pourra faire aujourd'hui, tout ce qu'il pourra poser comme acte aujourd'hui, au cas où il est poursuivi, son immunité va le protéger parce que j'imagine que les sénateurs ne vont pas se lâcher, ils se protègent. Prenons LMDC, le président du conseil d'administration, c'est un député. La plupart des gestionnaires ont des immunités, ce qui veut dire qu'on peut augmenter les recettes, mais l'utilisation des recettes, ceux qui l'utilisent, ils ont des immunités. Oui, je suis d'accord qu'au stade actuel de notre droit positif, effectivement, ils peuvent se frotter les mains. À un moment donné, considérer qu'il
ils sont protégés. Mais les faits eux-mêmes pour lesquels ils seraient soupçonnés ne pourront pas rester impunis. C'est ça qui est important. C'est là qu'il faut mentionner le rôle de l'engagement politique au plus haut niveau de notre pays. Lorsque le gouvernement, vous lisez les 328 actions du gouvernement qui a été investi, il est mentionné sur plusieurs ou dans plusieurs axes les besoins ou l'engagement à devoir lutter contre l'impunité. Ça veut tout simplement dire qu'à la fin même de votre mandat, vous pourrez être rattrapé. Je vous donne un exemple, vous avez suivi dernièrement, la semaine qui s'achève, qu'un ancien ministre de l'ancien gouvernement, ministre d'État, qui était poursuivi l'année passée ou soupçonné pour des faits de détournement des frais de fonctionnement, contre lesquels le procureur général près la Cour de cassation avait aussi sollicité la levée d'immunité auprès de l'Assemblée nationale, que cela n'avait pas été fait, a été rattrapé à la fin de son mandat en tant que ministre. Il a été interpellé, entendu, auditionné et soumis à reverser l'argent de l'État. Et donc, moi, je pense que les gens doivent oublier que la République démocratique du Congo restera toujours une sorte de sanctuaire pour ceux qui font mal au peuple congolais, à l'État, en prenant frauduleusement ou arbitrairement l'argent pour se rendre un seul riche et pénaliser la majorité des 80 millions des autres. Si je peux peut-être revenir sur un élément important, parce que j'insiste encore une fois, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte pour ne pas en faire une mauvaise interprétation. À la rentrée judiciaire, je crois, de 2019, le procureur général de la République, dans sa mercuriale, a dénoncé l'impact des immunités sur les poursuites. Exactement. Il n'y avait presque pas d'affaires à ce moment-là. Pas les affaires qui sont médiatisées, en tout cas. Mais à ce moment-là, déjà, le procureur général de la République, qui est l'autorité numéro 1 en matière de poursuite pénale, a dit « ça pose problème ». Ça pose problème. Et s'il avait dit à cette époque-là, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas reprendre ce débat-là et dire effectivement ça pose problème? Les immunités d'abord ne sont pas absolues. Si elles étaient à ce point nécessaires, on les aurait rendues absolues. Lorsqu'il y a l'infraction qui vient de se commettre, comme on dit, en situation de flagrance, il n'y a pas d'immunité. Mais la personne est toujours dans sa position d'autorité. Pourquoi dit-on qu'en matière de flagrance, il n'y a pas d'immunité? On est allé plus loin. On a dit en matière de crimes sexuels, il n'y a pas d'immunité. Pourquoi? La personne a toujours les mêmes responsabilités politiques ou autres. On dit, OK, dans ce cas-là, il n'y a plus d'immunité. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller jusqu'à dire, lorsqu'il y a des faits de détournement, il n'y a plus d'immunité? Ça gênerait quoi? Lorsqu'il y a des faits de détournement, vous êtes d'autres infractions, il y en a beaucoup, de droit commun, qu'on peut commettre dans l'exercice de ses fonctions, comme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais que lorsque vous commettez l'infraction, lorsque vous êtes poursuivi pour des faits de détournement, comme pour des crimes sexuels, comme en matière de flagrance, dans ces cas-là, je lance un débat, une réflexion, dans ces cas-là, il n'y a pas d'immunité. Puisque nous savons dès le départ que les immunités ne sont pas absolues. Pourquoi pas? Ça a toujours été notre point de vue, au fait, sur cette question, de considérer comme dans toutes les autres sociétés démocratiques aujourd'hui, de considérer que les immunités ne doivent pas être considérées comme des privilèges absolus qui vous protègent durant toute votre vie. Regardez ce qui s'est fait dans d'autres pays, parce qu'il en va même de la prospérité de la société. Si nous ne nous rendons pas compte des conséquences négatives de ces phénomènes de corruption, détournement, blanchiment des capitaux et de la nécessité à vite rechercher les auteurs complices et les faire sanctionner, ces pays, ces grands pays que nous chérissons tous, que nous voulons vanter, restera toujours là où il est et nous serons incapables de faire quoi que ce soit. Je termine par vous donner un exemple. Vous avez suivi avant-hier, lorsqu'il y a eu des troubles dans la ville de Kinshasa, dans les réseaux sociaux, que notre police qui était appelée
à secourir les gens au stade des martyrs n'avaient même pas d'ambulance. Moi, j'ai parlé avec les responsables. Vous avez vu dans quelles conditions on a pu secourir un des policiers qui était attaqué pour l'acheminer à l'hôpital. Très difficilement avec une pick-up de la police qui a été transformée pratiquement en une ambulance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambulance pour la police. Pouvons-nous être fiers de constater qu'il y a des dirigeants, des gestionnaires qui prennent l'argent de l'État, qui peut aider à résoudre ces problèmes, notamment de doter la police des moyens conséquents pour mieux nous secourir. Parce que là, il s'agissait d'un autre policier. Mais la police, si elle a tous ces moyens, elle pourra les faire pour tous les autres citoyens qui seront dans les mêmes conditions. Il faut qu'on leur donne les moyens. Aujourd'hui, l'Ituri, Nord Kivu, nous disons tous, nous devons soutenir nos forces armées. Mais nous devons savoir que la meilleure façon de les soutenir, c'est de contribuer à lutter contre ceux qui prennent les moyens de l'État, qui peuvent aider à ce qu'on puisse les renforcer dans le cadre logistique et de l'équipement. Malheureusement, ceux qui prennent le moyen de l'État, ceux qui prennent le moyen de l'État, ils ont des immunités et qui peuvent être... Oui, ça veut tout simplement dire que le débat là, il est important. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons la proposition de loi aujourd'hui, soutenue par... qui a été déposé par l'honorable Passy Zamamba à l'Assemblée nationale. Dans cette proposition, il est prévu même de considérer que la qualité officielle ne pourra plus être utilisée pour des faits de corruption, détournement ou blanchiment de capitaux. Comme le coordonnateur a évoqué les cas de violences sexuelles. Mais nous venions de loin, rappelez-vous, avant qu'on arrive même à adopter cette loi. Il y a eu des débats, des marches, des femmes, de la société civile pour dire les auteurs de violences sexuelles ne doivent plus être considérés comme des gens qui peuvent bénéficier d'immunité. Il faut considérer que la qualité officielle ne peut pas opérer lorsqu'ils sont cités dans ce genre de faits. Et nous y sommes arrivés. Ce n'est qu'une marche d'une société. Je suis certain que d'ici 5-10 ans, si le même élan politique de la volonté politique et de la pression populaire est maintenu avec la clameur publique, nous arriverons à faire changer le cadre légal pour considérer que la qualité officielle ne comptera pas et que ces faits-là seront considérés comme des faits imprescriptibles. Donc, vous les commettez, vous pourrez être recherché, poursuivi et condamné même jusqu'avant votre mort, avant votre enterrement. Il nous reste 5 minutes, on va terminer cette émission. Donc, non, mais peut-être savoir, là, je venais d'apprendre qu'il y a au niveau du ministère de l'Environnement, la vice-première ministre demande un audit. Est-ce que vous avez comme ça des dossiers, des demandes, des dossiers? Et aussi une dernière question, est-ce qu'il y a un dossier de contrôle au niveau de l'IGF qui a abouti, j'allais dire, à un non-lieu ou qui n'a pas à des poursuites? Des dossiers qui n'ont pas abouti à des poursuites? Oui, à l'ouverture ou à... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moins médiatisés, qui ne concernent pas les politiques. Je peux même parler des dossiers qui ont été médiatisés. Je prends l'affaire des crédits d'impôt. Ce n'est même pas si loin. Dans les années 2000, je crois fin des années 2010, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont acheté des crédits d'impôt au niveau de l'administration des impôts pour apurer fictivement leurs dettes. Et les coupables ont été identifiés, les dossiers ont été déposés, à la demande d'ailleurs du président de la République de l'époque. Il ne faut pas oublier que cette enquête a été diligentée à la demande de la présidence de la République au moment des faits. Et les dossiers ont été déposés au parquet, il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu de suite. Des dossiers comme ça, il y en a plusieurs. Il y a des audits par rapport au gouvernement, des entrants. Est-ce qu'il y a quelques entrants qui ont demandé des audits par rapport à la gestion des précédents membres du gouvernement? Oui, parce que là... Ça c'est récurrent. Quand quelqu'un arrive quelque part, il cherche à savoir les tenants et les aboutissants de son secteur. C'est la routine. C'est normal. Donc, il ne vous dit pas « venez auditer mon prédécesseur ». Il vous dit « vous qui avez plusieurs fois contrôlé ce secteur, qu'est-ce que vous avez généralement constaté et dans quelle direction pensez-vous que je devrais, moi, m'orienter ?» Et on lui fait une note générale, sans dire que, attention, votre directeur là-bas, c'est un mafieux, ou votre... non, on lui dit généralement, voilà, il y a eu 3, 4, 5 contrôles dans ces secteurs-là qui, de façon constante,
sont aboutis ont abouti plutôt à tel résultat. Et parmi les recommandations qui ont été faites, il y en a autant qui ont été exécutées, autant qui n'ont pas été exécutées, et autant qui restent d'actualité. Donc il n'y a pas de mois à se faire. Ça veut dire que cette personne-là cherche à se renseigner, se tourne vers l'inspection, se tournera peut-être vers d'autres partenaires de son secteur pour savoir comment gérer le mieux le secteur qui m'est confié. On va terminer cette émission. Le mot de la fin pour aujourd'hui, on va commencer par M. Georges Kapiamba. On retient quoi? Alors, il faut retenir que la République démocratique du Congo, à ces jours, ainsi que son peuple, ont plus besoin d'engagement fort, des actions de sensibilisation, mais aussi les actions répressives contre les auteurs et complices de la corruption, de détournement des deniers publics et de blanchiment des capitaux. Parce que n'oublions pas que ces fléaux, ces antivaleurs compromettent à la fois l'exercice des libertés publiques, parce que empêchant l'État d'avoir les moyens nécessaires pour organiser les élections à des périodes bien fixées. Lorsque l'État, le gouvernement vous dit « je n'ai pas de moyens que nous devons renvoyer les élections », c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont pris l'argent. Or, si l'État en a, il pourra être en mesure de le faire. Mais empêche aussi aux citoyens de jouir de leurs droits économiques, sociaux, culturels. Si les gens continuent à piller les richesses nationales, à prendre ce qui est collecté au nom de tout le monde, pour tout le monde, ça veut tout simplement dire que le mieux vivre du Congolais ne pourra jamais se réaliser. Nous allons toujours vivre dans l'insécurité alimentaire, mais l'insécurité aussi en ce qui concerne notre intégrité physique. Nous ne saurons pas améliorer nos conditions de vie, de logement et tous les consorts. Donc on s'engage et les parlementaires ont une lourde responsabilité de considérer que la levée des immunités de tel ou tel est un acte de participation à l'exercice du pouvoir, est une obligation dans leur chef pour contribuer à la lutte contre ces fléaux et l'impunité. D'accord. Monsieur Yeleza, on va terminer. On retient quoi, même si vous avez un procès qui vous attend pour dénonciation calomnieuse, mais bon, on va terminer. Bon, ça c'est un non-événement. Je crois qu'on doit prendre conscience aujourd'hui que sans bonne gouvernance, on va tourner en rond. S'il n'y a pas une bonne gouvernance, on va tourner en rond. Tourner en rond, c'est-à-dire on va continuer à s'enfoncer pendant que nos voisins vont progresser. Il ne faut même pas les regarder, les États-Unis, la France. J'ai vu des gens qui ont voulu comparer le Congo à Dubaï en disant à l'indépendance, on était plus ou moins au même niveau. N'allez pas chercher loin. Regardez autour de nos voisins. Si nous n'avons pas de bonne gouvernance, nous allons continuer à nous enfoncer. Ça, c'est une évidence dont le peuple doit se rendre compte. Je ne dis pas nous, je dis le peuple. Et s'il n'y a pas de redevabilité, il n'y aura jamais de bonne gouvernance. Les deux vont de pair. C'est à nous de choisir où nous voulons aller. Si on veut la bonne gouvernance, on doit accepter la redevabilité. Si on ne veut pas la redevabilité, on ne peut pas parler de bonne gouvernance. C'est clair. Merci, Monsieur Yeleza. Je rappelle que vous êtes coordonnateur à l'inspection générale des finances. Monsieur Georges Kapiamba est président de l'ACAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Voilà. Là, monsieur, la semaine prochaine, on lance un autre débat. Je vous ai promis de ces débats. On va les lancer. Monsieur Yuma, qui a déclaré que les mines congolais sont gérées par 5 entreprises. Ces mines ne profitent pas à la République démocratique du Congo. On en parle la semaine prochaine avec d'autres invités sur ce plateau. Élisée Odia, merci. Merci à vous. Je retrouve tout le monde tout à l'heure, 13h30, le débat au féminin, état de siège. Merci. Sur Top Congo. Allez, mesdames, messieurs, merci. Je vous retrouve samedi prochain pour un autre débat. Au revoir chez vous.